développement viennent d'être réalisés pour l'amélioration du social. C'est l'œuvre de la société Mining Chituru Corporation qui voulait, à travers sa production, répondre positivement à l'attente des habitants de cette commune. Reportage à suivre dans ce journal. À toutes et à tous, bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Dans la partie est de la République démocratique du Congo, les habitants vivent toujours dans la peur. Des milices continuent de sévir dans ces provinces. Face à cette situation d'insécurité, une délégation du réseau des jeunes intellectuels de l'Ituri a été reçue hier par le vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adubango. Les explications de Nicole Sesepluka. Les groupes armés qui opèrent dans la province de l'Ituri appelaient à déposer les armes car il n'y a pas de développement sans la paix. C'est le message de la coordination du réseau des jeunes intellectuels de l'Ituri à l'issue de l'entretien que le vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adubango, a eu avec une délégation des jeunes de cette province. L'artiste comédien Baraka Oubemou, autrement appelé Fils d'Or, salue les efforts du vice-ministre de la Défense nationale dans la conscientisation de la jeunesse iturienne à cultiver la paix. J'appelle toute la population congolaise de soutenir la vision de l'excellence du président de la République, Félix Tshisekedi, qui n'accepte pas de dormir sur la réhabilitation et le retour de la paix dans la province de l'Ituri et sur le Nord Kivu. Le coordonnateur du réseau des jeunes intellectuels de la province de l'Ituri, Sami Sugabo, a lancé un appel à tous les fils et filles de l'Ituri de s'impliquer pour le rétablissement d'une paix durable dans cette partie de la RDC. Le message que je donne à tous les jeunes de la province de l'Ituri, c'est que nous devons abandonner la haine et des guerres qui ne vont pas aboutir à une solution. Et nous devons revenir aux raisons que la province de l'Ituri, ça nous appartient plus. Et nous appelons aussi les autorités et notables de la province de l'Ituri de soutenir la jeunesse. La coordination du réseau des jeunes intellectuels de l'Ituri a trouvé une oreille attentive auprès du vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adubango, artisan de la paix et de la promotion des jeunes de cette province. Et ce communiqué de presse qui émane du cabinet du gouverneur de la province du Nord Kivu, communiqué de presse numéro 01/0033/K/PP/23. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que, comme à Kishiché, les terroristes du M23 RDF viennent de commettre un massacre sur les populations RD congolaises dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 octobre 2023. Dans le groupement Kisigari en territoire de Rutshuru, sous prétexte que ces dernières collaborent avec les Ouazalindo dits patriotes. D'après le renseignement fiable en notre possession, ce énième massacre a lieu dans la zone sous contrôle des terroristes du M23 RDF et a ciblé 7 compatriotes, dont les notables et chefs des villages. Nous appelons donc à la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, au mécanisme conjoint de vérification élargi ainsi qu'au mécanisme ad hoc de vérification de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur ce massacre de trop, véritable crime contre l'humanité et d'en tirer toutes les conséquences. Fait à Goma le 10 octobre 2023, Dike Kaiko Guillaume, lieutenant-colonel. En République démocratique du Congo, la présidentielle 2023 se joue maintenant. 24 aspirants à la magistrature suprême se sont prononcés. Hier, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Ntiyamoulela, a fait le point sur l'opération de dépôt des dossiers des candidatures. Reportage. Tout s'est bien passé au niveau des dépôts de candidatures pour les candidats présidents de la République. Il y a eu 49 retraits des formulaires, dont 39 pour les indépendants et 10 pour les partis et regroupements politiques. La CENI a reçu 24 candidatures, parmi lesquelles il n'y a qu'une seule femme qui a postulé. Parmi les 24 candidats, nous avons 18 candidats indépendants et 6 candidats viennent des partis et regroupements politiques. La plus grosse difficulté rencontrée, c'est celle liée à l'engouement du dernier jour.
Tous ces temps ici, comme je le disais, il y a eu des semaines, il y a des jours où on n'avait pas de requérants. Nous avons eu des équipes, des professionnels. Nous avons également eu une très bonne équipe au niveau du BRTC. Les prochaines étapes, nous avons commencé l'étape de retrait et de substitution. Un candidat peut se retirer pendant cette période. Un parti ou regroupement politique peut remplacer son candidat, changer son candidat, et puis après s'en suivra la délibération par l'Assemblée plénière pour publier la liste provisoire avant celle définitive après les décisions de la Cour d'appel. Une série de formations sera organisée dans les tout prochains jours. Formations axées sur l'égalité du genre et l'intégration hommes-femmes. L'annonce a été faite par la directrice en charge du genre et affaires sociales du COMESA au terme d'un entretien avec la ministre du genre, enfants et familles. On en parle avec Yvette Maguntima. Le COMESA fait des données statistiques l'un des piliers importants dans la formation, l'égalité du genre et l'intégration hommes et femmes. C'est dans ces contextes qu'une délégation de cette organisation sous-régionale s'est entretenue avec la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massangoubi Bimouloko. Conduite par la directrice en charge du Genre et Affaires sociales, la dite délégation annonce les débuts imminents d'une série de formations pour faciliter cette intégration. Strengthening availability of gender statistics in respective countries such as the Democratic Republic of Congo. Et là pour donner des formations en ce qui concerne du secteur genre et famille. Donc ils sont là pour 4 jours, c'est constitué de 21 membres. Ils vont commencer à donner des formations et c'est là aussi dans les secteurs privés tant que publics. Ils vont continuer à donner des formations pour produire un document qui va montrer les données des différences, comment ça évolue dans le secteur du genre et de la famille. D'être fait pour promouvoir, faire avancer en ce qui concerne l'égalité des genres entre les femmes et les hommes et aussi les enfants, comme garçons et filles. Le COMESA est une communauté économique régionale de l'Afrique orientale et australe. Il comprend 21 États membres, dont la République démocratique du Congo. Il soutient la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle, le ministre de la Communication et Médias a annoncé hier au cours du briefing la construction des centres de santé et 200 millions de dollars américains prévus pour assurer l'accès des Congolais aux soins de santé. On écoute le porte-parole du gouvernement dans cet extrait choisi par Gaëto Magalano. Au total, 1000 centres de santé sont en train d'être construits dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires et 200 millions de dollars américains sont prévus dans le budget, dont 48 millions pour la ville de Kinshasa. Question de soutenir la mise en œuvre de la couverture santé universelle afin de permettre aux Congolais d'accéder aux soins de santé, précise le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention lors d'un briefing presse co-animé avec le ministre de la Communication et Médias. Premièrement, on accède aux soins de santé de qualité. C'est-à-dire, les soins sont disponibles, sont accessibles, sont de qualité. Deuxième chose, ces soins couvrent tout le monde. C'est de là que vient le mot universel. Le programme de la gratuité de la maternité dans le cadre de la couverture santé universelle va être implanté en 2024 à travers les autres provinces en vue de diminuer la mortalité infantile et maternelle, particulièrement dans la province du Congo central et l'espace Grand Bandundu dans le sud-ouest de la RDC. Budget de l'année prochaine, c'est-à-dire février-mars, on étend dans le reste du pays, donc toutes les mamans qui vont accoucher, qui vont tomber enceintes, qui vont accoucher, quel que soit le modèle d'accouchement, avec leur bébé pendant 1 mois, ne vont plus rien payer en RDC. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a abordé dans le même sens que son collègue de la Santé, saluant la vision salvatrice du président Félix Tshisekedi qui a mis l'homme au centre de l'action, à travers notamment la santé. Répondant aux questions de l'actualité, le porte-parole du gouvernement a déclaré que l'exécutif central n'accorde aucun crédit aux propos du général déserteur et exilé John Numbi. Lorsqu'on pense qu'on est héros, on ne se soustrait pas
la justice de son pays. On ne se met pas en cavale et on ne fait pas des vidéos pensant pouvoir faire peur alors que vous savez que personne ne peut vous prendre au sérieux parce que les Congolais ont la mémoire. Aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, nous travaillons à régler des problèmes de l'armée, notamment militaire. Je pense qu'un général avec des galants aurait pu peut-être régler déjà beaucoup de problèmes que nous réglons aujourd'hui. Donc, pour Patrick Mouyaya, le chien aboie, la caravane passe. Parlons de cette rencontre entre le maire de la ville de Lubumbashi et la directrice générale de la RTNC. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs questions liées au développement de la station provinciale du Haut-Katanga. Images et commentaires. Elle a franchi les portillons de l'hôtel de ville de Lubumbashi. Madame le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengenyembo, a rencontré l'autorité urbaine Martin Kazembe Choula sous la conduite du directeur provincial de la RTNC au Katanga, Basile Senga Ndalamba. Objectif, renforcer les partenariats existants depuis des lustres entre la RTNC locale et nationale et l'institution mairie de Lubumbashi, rassure les DG Sylvie Elengue. La mairie de Lubumbashi accompagne notre direction provinciale depuis plusieurs années, en lui accordant même une petite subside pour lui permettre de faire face à certaines obligations. Et nous, on a également souhaité raviver le partenariat qui existait en son temps entre RTNC au niveau national, à Kinshasa, et la mairie de Lubumbashi. Et à toutes ces questions et préoccupations, le maire de la ville a été très réceptif. Et d'ailleurs, dans l'ensemble, il a validé nos demandes en nous proposant des pistes pour que désormais la mairie nous accompagne au niveau local comme au niveau national. Nous lui avons également promis notre collaboration pour permettre à ce qu'il y ait une grande visibilité des actions de la mairie au niveau national sur la chaîne nationale. Dans la suite du numéro 1 de la RTNC se trouvait le directeur des ressources humaines, Kanyiki Wakanyiki, et celui de la redevance, Lungoya Bouchiri Philippe. La RTNC, un grand tam-tam d'Afrique, se met aux couleurs des élections en RDC. Le mythique studio Maman Angebi va accueillir les candidats au fauteuil présidentiel pour des émissions élaborées. Le sujet était au centre des échanges entre le directeur général adjoint de ce média public et le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui a visité hier les installations de la RTNC. Patricia Ongou nous en dit plus. Après les dépôts des candidats présidents de la République pour les élections de décembre 2023, la télévision nationale congolaise va incessamment produire les émissions qui seront enregistrées au studio Maman Angebi avec comme invités les candidats présidents de la République. Le studio Maman Angebi servira aussi des cadres à la soirée électorale. Voilà pourquoi son président, Christian Bossembe, a visité le studio Maman Angebi en présence du DGA de la RTNC, José Adolphe Voto. Le président du CESAC qui tient au strict respect de l'éthique et de la déontologie en matière d'information pendant la période électorale. Nous sommes là pour visiter le studio Maman Angebi qui va être, pour nous, ça va abriter la soirée électorale et ça permettra à ce que nous puissions enregistrer les émissions des candidats présidents. Et on était venu voir un peu comment ça se passe, dans quel cadre on se trouve, et on a vu que c'était très bien et que la RTNC ne manque pratiquement de rien. Et nous allons essayer de faire le travail de cette façon-là. Nous serons certainement très rigoureux par rapport à cela. Nous demandons déjà aux médias de se ranger du bon côté, parce que nous n'accepterons pas le message de haine, les discours de haine, les discours de discrimination de tout genre, on ne l'acceptera pas. Et surtout, nous n'accepterons pas non plus la pré-campagne, je veux dire la campagne précoce. La campagne dans le temps, oui, mais pas en dehors du temps. Et aussi la politisation des médias, que ce soit privé ou public. Nous allons nous imposer à ce que l'égalité soit respectée, mais surtout l'équité. La mission du CESAC est de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Le café dans la province de l'Ituri fait partie du quotidien de cette population. Pour ce faire, une production à grande échelle a été présentée au forum Agrobusiness.
Le café de l'Ituri était également présent au DRC Agribusiness Forum tenu au Pullman Hotel à Kinshasa. Dans cette plateforme d'échange pour la transformation du secteur agricole en RDC, le café Pacifique, le pur Arabica de l'Ituri, a été dégusté par les participants. Un café produit en RDC en grande quantité et de très bonne qualité. Le producteur de cette denrée, Pacifiqueta Oupar, demande à la population congolaise d'être des premières consommatrices de ce café Made in Congo. Le café de l'Ituri, c'est meilleur. C'est un café qui va amener la paix en Ituri. En ayant ces cafés, les gens auront l'emploi, les gens seront occupés. Et ça va diminuer un peu la violence. Une occasion pour ce visionnaire d'encourager le gouvernement de concrétiser la vision du chef de l'État en ce qui concerne la revanche du sol sur les sous-sols congolais en allégeant la charge fiscale qui coûte aux agriculteurs. Il y a trop de taxes, par exemple, pour l'exportation. Il y a trop de taxes même pour la consommation locale. Je crois ça, on doit vraiment beaucoup travailler pour assainir un peu ces milieux. Donc le café Pacifique est donc ces cafés congolais de très bonne qualité, un arabica pur que le monde découvre déjà à travers sa saveur, du bon goût naturel. La RDC est donc appelée à valoriser les produits de ces terres, valoriser le travail de ces fils et filles qui ont accepté de se donner dans l'agriculture pour que les Congolais cessent d'être esclaves des importations pour sa consommation. Notons qu'une grande partie du café traité dans les usines des cafés Pacifiques sera destinée à l'exportation en format de café marchand, communément désigné café vert, le café Arabica de l'Ituri étant prisé dans les mondes. Rendons-nous de la province du Sud Kivu où le président de la Cour d'appel a renouvelé son serment. C'était au cours d'une cérémonie organisée. Images et commentaires. Le premier président de la Cour d'appel du Sud Kivu, Alain Malamba Kayembe, et le procureur général près la même cour, Bonaventure Benzalusana, ont juré de respecter la Constitution et les lois de la RDC et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui leur sont confiées. Ces deux hauts magistrats ont ainsi renouvelé leur serment statutaire avant d'exercer leurs nouvelles fonctions. C'était au cours d'une audience solennelle et publique tenue ce samedi 7 octobre au palais de justice de Bukavu. Dans son allocution, le bâtonnier du barreau du Sud Kivu, Maître Claude Bagayamokwe, a insisté sur le dialogue et la concertation qui doivent exister entre les magistrats et les avocats en vue de faire triompher la force du droit. Invité à prononcer sa mercuriale, le procureur général Bonaventure Benzalusala a développé le thème ayant trait à l'inertie du ministère public comme obstacle à l'exercice de l'action publique. Enfin, le premier président de la Cour d'appel du Sud Kivu, Alain Malamba Kayembe, a axé son propos sur les effets de la prise à partie des magistrats. Il a exhorté tous les magistrats de son ressort d'éviter les antivaleurs et de travailler dans la droiture afin de ne pas être pris à partie par les justiciables. Disons que le nouveau premier président de la Cour d'appel du Sud Kivu vient de Kinshasa où il exerçait la même fonction à la Cour d'appel de Matete. Il est licencié en droit de l'université de Kinshasa. Quant au nouveau procureur général, il vient de Kenge, dans la province du Kwango, où il était procureur général près la cour du Kwango. Il est aussi licencié en droit de l'université de Lubumbashi. Le gouverneur du Sud Kivu, Teyo Ngwabije Kassi, le maire de Bukavu, Zeno Karumba Chikuta et d'autres autorités judiciaires, civiles et militaires étaient présents à cette cérémonie. Autre chose, 12 systèmes d'adduction d'eau potable pour alimenter la population de la commune de Chituri dans le Haut-Katanga et autres projets visant le développement et l'amélioration du social de cette population. Différentes infrastructures modernes sortent de terre, l'œuvre de la société minière Chituri Mining Corporation qui voulait, à travers sa production, répondre positivement à l'attente des habitants de cette commune. Iversen Kaboba pour les détails. Des infrastructures modernes en pleine construction visant l'amélioration du bien-être de la population de la commune de Chituru dans le Haut-Katanga, financées par l'entreprise minière Chituru Mining Corporation à travers l'organisme spécialisé de la gestion de la dotation de la commune de Chituru.
exécute 2 projets axés sur le développement de cette municipalité. D'une part, l'érection de 12 bornes fontaines à travers les différents quartiers de cette commune et d'autre part, l'acquisition des intrants agricoles pour pouvoir renforcer davantage la production agricole des 450 ménagers et la remise proprement dite de la semence herbicide s'effectuera dans les entrepôts érigés dans les quartiers Ngouya sur la route Likasi. Sous les orientations de la ministre des Mines, le président de la OSG DOT Chituru, Karl Chimanga, est en train d'implanter ces projets d'intérêt public avec l'accompagnement de la bourgmestre de la commune de Chituru ainsi que du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué. Du quartier Ngouya à passant par le quartier Kilima jusque dans le quartier Kiplandé, la délégation du OSG DOT s'est rendue compte de l'évolution des travaux de l'érection de 12 bornes fontaines sur une note de satisfaction. Les secteurs de Walundu-Diati et Walundu-Psiti ont désormais des nouveaux dirigeants. La cérémonie de l'installation a été présidée par l'administrateur du territoire de Djougou. Justin prend immédiatement la responsabilité du secteur de Walundu-Diati en qualité de chef de secteur. Deux chefs de secteur, dont celui de Walundu-Diati, Sa Majesté Gouza Kiza Justin, et celui de Walundu-Piti, Sa Majesté Paris Dieudonné, ont été installés par l'administrateur policier du territoire d'Ndjougou, le commissaire supérieur principal, Rufé Mapela, en exécution de l'arrêté ministériel numéro 25, bar CAP, bar VPM, bar Minetercas, bar PKK, bar DESA 14, bar 2023 de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, portant nomination des chefs de cercle de la République démocratique du Congo. Gouza Kiza Justin remplace Claude Matesso Mandro à la tête du secteur de Walundu-Diati et Kiza Dieudonné remplace à son tour Jérôme Dialou en secteur de Walundu-Piti. Les deux nominés prennent tous pour l'éradication de l'insécurité et les clivages divisionnistes des mots qui rongent ces deux secteurs en province de l'Ituri. Installation qui est liée devant une foule immense venue pour la circonstance pour ainsi témoigner leur acceptation de leur nouveau dirigeant et plusieurs autres invités des marques venus pour la circonstance. Rappelons que ces installations suivies des remises et reprises ont eu lieu à Pimbo et à Libi, respectivement chef-lieu du secteur de Walundu-Diati et Walundu-Piti, où des procès-verbaux d'installation ont été signés pour ainsi clôturer cette cérémonie. Richard Gouler. L'agriculture numérique est l'une des solutions pour la rentabilité de la production agricole. Pendant 2 jours, les jeunes entrepreneurs du Kasaï oriental ont suivi une formation sur cette nouvelle technique agricole. Des jeunes d'Ali, Institut africain de leadership agricole, en collaboration avec le Conseil provincial de la jeunesse, a organisé du 6 au 7 octobre 2023 une formation sur l'utilisation des outils numériques dans l'agriculture. C'était dans la salle Senarep Cefod avec la contribution de ATA, Agenda de transformation agricole, et ITIA, Institut international d'agriculture tropicale. Pendant 2 jours, plus d'une 50aine de jeunes entrepreneurs dans le domaine agricole ont été outillés sur l'agriculture numérique. Assia Jafar, de la brigade des jeunes d'Ali qui travaillent dans l'agriculture numérique, facilitatrice venue du sud Kivu pour cet atelier, a expliqué les différents avantages de l'agriculture numérique. On les utilise pour le bien de l'agriculture. Pour la détection de maladies, pour l'analyse du sol, pour les traitements aussi des maladies et voir aussi des agents causaux qui rongent nos plantes et nos cultures. Tout est possible avec le numérique. Une participante apprécie cette agriculture parce qu'elle améliore le rendement. Vu que les champs ou bien les activités que nous faisons se fassent un peu loin de nos milieux d'habitation, avec l'agriculture numérique, c'est facile de surveiller ces exploitations, de prévenir certaines maladies qui causent des faibles rendements que nous observons actuellement dans notre province. Si nous adoptons le côté numérique de l'agriculture, nous pouvons faire encore plus que ce qui est fait déjà d'habitude.
Le responsable provincial de Itia, Dr Paul Dotson, qui a clôturé ces assises, a demandé aux participants de mettre en pratique les notions apprises avant de confirmer que l'objectif assigné a été atteint. Je pense que ce serait juste de changer la façon de faire manuellement à une façon numérique. Comme ils sont déjà habitués à utiliser les téléphones Android, à utiliser les réseaux sociaux, changer ça ne serait pas très difficile. Disons que la manifestation s'est clôturée par la remise des brevets de participation. Une campagne de mobilisation des recettes de la province du Kasaï. Elle a été lancée par le ministre provincial du budget, Bokele Diolé, avec l'appui technique et financier du projet encore. Les détails avec Franklin et Claire Kalombo. Winga Efongue, coordonnateur provincial du projet encore, a devant les services d'assiette, la DGRCAS, la FEC, le membre de la société civile, le chef des quartiers et autres participants souhaité la bienvenue à tous et donne ici l'objectif de ces assises. L'objectif de notre rencontre est de chercher à accroître les recettes de la province pour ce second semestre. Pour capitaliser le travail que nous avons fait il y a 6 mois ou 7 mois, nous voulons organiser aujourd'hui une campagne de mobilisation des recettes. Comme vous le savez, la province pour survivre a besoin des ressources pour réaliser son programme d'action. Bokele Diolé, ministre provincial du budget, représentant du gouverneur de province, n'a pas hésité à remercier le projet encore pour son accompagnement au gouvernement provincial du Kasaï et donne ici quelques orientations. Depuis un certain temps, il s'observe une sorte de l'inculture fiscale au niveau de la population. Il fallait inviter et la société civile et les agents de la DGRCAS, y compris également les chefs de quartier, commencer par d'abord une formation et de l'élargir sur le terrain pour qu'on puisse faire comprendre à la population que sans la taxe, la province ne peut pas vivre. Les finances publiques de la province proviennent des impôts et taxes que paye la population au niveau de la province. C'est la salle des réunions de Blue Airlines qui a servi de cadre au démarrage de ces présentes assises. Également dans l'actualité, l'Université des sciences et des techniques de l'Oudia plaide pour la réouverture de sa faculté de médecine humaine. La coordination estudiantine de cet établissement insiste pour que le ministre de l'enseignement supérieur universitaire visite le nouveau laboratoire moderne pour la pratique des étudiants. Le point avec Cédric Kenina. La communauté estudiantine de l'Université des sciences et des technologies de l'Oudia tenait à une visite du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Une surprise désagréable qui a vu les passages du patron de l'enseignement supérieur et universitaire annulés de son agenda. Un passage, il faut bien le dire, que la communauté estudiantine voulait capitaliser à travers l'inauguration des cliniques universitaires, question d'entrevoir une éventuelle réouverture de la faculté de médecine. Notre déception est d'autant plus grande qu'au programme de cette visite était prévu notamment l'inauguration des cliniques universitaires de l'Université des sciences et des technologies de l'Oudia, conditions édictées par son ministère pour la réouverture de la faculté de médecine humaine et l'échange sur quelques doléances avec les représentants du pouvoir exécutif central qu'il est. En effet, contre toute attente, Monsieur le ministre a été empêché délibérément par un député national de l'Oudia, honorable Ampeta Chonda Emmanuel, député.